Bonsoir tout le monde. Grâce à Midreshet Yehuda Manitour, on a le plaisir de retrouver le Rav Eitan Fison pour les enseignements sur la prière ou pas. Je ne sais pas, tu décideras. Bechavol. Non, aujourd'hui, on est obligé de parler un petit peu de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va se concentrer aujourd'hui sur les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'Ag Baomer oblige. Donc, on va pas parler de l'Ag Baomer, on va parler de la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va commencer notre étude avant de rentrer dans son enseignement mamash, parce que on est obligé. On va commencer notre étude par une anecdote. Alors, une anecdote qui m'est arrivée il y a de cela quelques années quand même. Je crois que c'était il y a peut-être une quinzaine d'années ou un truc comme ça, peut-être une dizaine d'années, je ne sais plus exactement. En tout cas, je reçois un groupe, ça s'appelle pas Taglit, mais ça ressemble à Taglit. Et c'est un groupe qui vient de Marseille. Marseille, bien sûr, le soleil, l'accent du Sud, tout ce que tu veux. Et dans ce groupe-là, je comprends très vite que ça va être complexe. Ça va être complexe parce que ils sont pas religieux, mais ils sont traditionnalistes séfarades avec pas de connaissances, mais beaucoup d'a priori. Et pour vous dire à quel point ça va être compliqué, le groupe arrive et le premier soir, nous arrivons de l'aéroport, on va directement dans l'auberge de Chispin dans le Golan, et nous arrivons, il est 11 heures du soir, et on arrive à l'hôtel. À ce moment-là, je donne les chambres. On avait déjà fait la répartition des chambres. Et le problème, c'est que voilà, il y a deux jeunes filles qui ont 26 ans, toutes les deux, qui sont pharmaciennes. Donc, a priori, elles ont fait des études, elles sont intelligentes. Mais on arrive là-bas et le grand problème, c'est qu'elles se sont disputées pendant le trajet entre l'aéroport et Crispin, dans le bus, à propos d'un des garçons du groupe, qu'il y en a une qui a dit, je l'ai vu en premier, il sera pour moi. L'autre, elle a dit, pas du tout, il sera pour moi. Et elles se disputent pendant tout le voyage, si bien qu'on arrive à Crispin à 11 heures du soir et elles me disent, on a un grand problème, on ne dort pas ensemble. Il faut que tu nous changes de chambre. Et moi, je leur explique que ça ne va pas être possible, qu'il est 11 heures du soir, qu'il n'y a personne à qui parler, on verra demain. Non, bah, gna, 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 gna. À ce moment-là, le responsable du groupe me dit, regarde et apprends. Alors, je regarde et j'apprends. Il prend son téléphone. C'était un groupe qui, je crois qu'il était rattaché à Héritage. Il était le commanditeur du groupe à la base, c'était le Rav Ohana de Marseille. Et donc, il fait prendre son téléphone et il fait genre, il appelle le Rav Ohana. Il dit Shalom Rav, voilà, oui, je sais qu'il est tard, mais simplement, on voulait vous annoncer qu'on était bien arrivé et que tout va bien, Baruch Hashem. Maintenant, il fait exprès d'appeler devant la fille qui fait les problèmes. Et il dit voilà, donc on est bien arrivé, Baruch Hashem. Ah, Rav, juste avant de vous laisser tranquille, dites-moi juste, je me rappelle plus exactement, euh, pour le Zivou, pour le Mazal de Keren, vous m'avez dit il faut qu'elle soit dans la chambre 42, c'est ça, pour trouver son Mazal. D'accord, d'accord. Non, je ne me rappelais plus exactement le chiffre. Merci beaucoup à Rav. Et il raccroche. Enfin, il fait genre, il raccroche, il ne l'avait pas appelé. Et à ce moment-là, il dit à la fille, écoute, tu fais ce que tu veux, si tu veux, on te change de chambre. Le Rav, il a dit que pour ton Mazal, ça sera, il faut que tu sois dans la chambre 42. Et donc, il dit, ah, ok, bah, si le Rav, il a dit, c'est bon, on s'arrangera, et je vais rester dans la chambre. Voilà. Voilà, là, j'ai compris que l'ambiance allait être compliquée pendant ce voyage. Parce que c'est tout ce que je déteste. Au fur et à mesure du voyage, j'ai pas arrêté d'essayer de leur expliquer que c'est pas comme ça que ça marche le judaïsme. Un jour, on était dans la vieille ville de Jéru et je suis en train de leur expliquer un truc et tout d'un coup passe devant moi le Rav Yaakov Naon. Je sais pas si vous connaissez le Rav Naon, extraordinaire. Donc moi, je m'arrête tout de suite, je vais l'embrasser et je lui dis Rav, vous pouvez bénir mon groupe là, c'est les jeunes de France et tout. Et il vient, il leur fait une petite bracha, cool. Ah non, le Rav Naon, il en impose par sa présence. Et le lendemain, j'arrive, je retrouve le groupe à 8 heures du matin et je leur dis, les amis, il faut que je vous parle. Hier soir, à minuit, j'ai reçu un coup de téléphone du rabbin qu'on a vu hier. Vous vous rappelez le rabbin de hier? Ah, ils me disent, oui, oui, oui. C'était un grand sage, un grand sadique. Ah ouais, il m'a appelé à minuit, il m'a dit, il faut que je te parle. Donc moi, j'ai pas l'habitude, tu vois, mais s'il m'appelle à minuit, j'y vais. Et j'y vais. Et il me dit, écoute, je peux pas te dire pourquoi, mais j'ai vu dans les Neshamot de ton groupe que c'est vraiment un groupe très particulier. Il n'y en a pas deux comme ça.
Et donc, il m'a dit qu'il voulait vous donner quelque chose qui est très spécial. Vous connaissez tout le fil rouge, toutes et tous le fil rouge. Et je vous ai dit hier que ça servait à rien d'acheter le fil rouge parce que c'est Stam des charlatans au Cotel. Mais lui, il vous propose le fil bleu des kabbalistes. Alors, si tu crois que le fil rouge c'est bien, le fil bleu, je te raconte même pas. Bon, le seul problème, c'est qu'il est un peu plus cher. C'est que le fil bleu, c'est 10 shekels le fil, c'est pas 5 shekels, mais ça fait des miracles. Tu te rends pas compte. J'avais 40 personnes dans le groupe, on m'a acheté 42 fils. Je tiens à préciser que c'est moi j'ai pas du tout reçu l'appel du Rav Naon la veille, que j'ai été le matin même acheter une pelote de laine à 12 shekels et que j'ai coupé en petites fils. Je leur ai rien dit, je me suis fait 400 shekels comme ça, à l'œil. À la fin du groupe, je vous rassure, je suis pas un voleur, à la fin du groupe, j'ai acheté avec les 400 shekels des boissons, des bonbons et je leur ai expliqué l'histoire. Parce que c'est de ça qu'on parle. Le dernier jour de ce groupe-là, je leur ai dit, regardez les amis, on voudrait terminer notre aventure extraordinaire, on va aller sur la tombe d'un grand sadique. Le seul problème, c'est que il y en a plein qui sont dans la région, on était dans le nord, on ne pourra pas aller chez tout le monde. Donc il y en a deux qui sont vraiment proches, c'est à vous de décider. Moi, je vous dis qui c'est et c'est vous qui décidez où on va. Le premier rabbin qu'on peut aller voir, c'est un grand sage du Talmud. C'était l'élève de Rabbi Akiva. C'est la 4e génération des Tanaïm. C'est quelqu'un qui a enseigné énormément dans le Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem, des halachot incroyables. Et voilà, il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bon, ça, c'est le premier qu'on peut aller voir si vous voulez. Le deuxième, c'est un grand sage de la Kabbalah qui a écrit le Sefer HaZohar dans une langue particulière en araméen. Et c'est les secrets de la Torah. Il s'appelle Rashbi. Donc, c'est vous qui décidez où on va. Et à l'unanimité, tout le monde m'a dit, écoute, il a l'air bien ton Rabbi Shimon Bar Yochai là, mais je pense quand même que Rashbi, il est plus fort. Donc, il faut qu'on aille chez Rashbi. Et donc, quand on est arrivé devant l'entrée du Kever, ils ont vu qu'il y avait marqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils ont dit, ah, tu nous as dit on a dit qu'on allait chez Rashbi. J'ai dit, et c'est quoi les initiales de Rabbi Shimon Bar Yochai? Et là, ils ont compris. Voilà. Mais cette histoire qui est un petit peu risible, bah en fait, c'est un petit peu l'apanage de pas mal de gens. On rigole, on rigole, on rigole. Mais je voudrais pas me mettre à dos mes frères marocains. Mais d'abord, je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était marocain, comme Rabbi Meir Balanès. Je ne savais pas qu'ils avaient le droit de s'approprier des personnages qui n'ont jamais mis les pieds au Maroc. Ils ne sont pas plus Ashkenaz que Séfarad, mais ils ne sont pas plus Sfarad que Ashkenaz, Rabbi Shimon et Rabbi Meir. En tout cas, il y a plein de gens qui connaissent rien de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils allument une bougie pour Rabbi Shimon. Et vous me connaissez, moi ça me va pas. Parce qu'aujourd'hui c'est l'Akba Omer. Aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc on ne peut pas simplement se contenter de chanter la chanson Vatem Kolechai, Rabbi Shimon Bar Yochai et d'allumer une bougie et on est content. Non, c'est le moment d'apprendre qui était Rabbi Shimon, quel est son enseignement, sa Torah. C'est-à-dire, donc, trêve d'introduction, les amis, nous allons plonger dans la vie de ce personnage, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, Rabbi Shimon est né juste après la destruction du temple. On ne sait pas exactement quand, mais autour des années 90, pas 1990, hein, autour des années 90. On n'a pas la date exacte et il mourra plus ou moins dans les années 200. Donc on est sur la période qui est juste après la destruction du Beth Amikdash et il traverse également la guerre de Bar Korva. À la guerre de Bar Korva, c'est un jeune homme d'une quarantaine d'années, mais il est celui sur qui on fonde l'espoir de construction avec les 4 autres rabbins qui ont été formés par Iva. C'est clair? Vous êtes avec moi? Yesh? Parce que j'ai vu que mon internet il a bugué. C'est bon, On vous est êtes là? là. Vous pouvez bien? Ok. Ben c'est il a fait mal. Alors, Bekitsour, Rabbi Shimon Bar Yochai donc, est l'élève de Rabbi Akiva, une génération des Tanaïm. Et on va voir
on va essayer de comprendre un petit peu qui est le personnage. Mais avant cela, essayons de voir quelle est la shita, quel est le style halachique de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il a un grand concept de compréhension de la Torah, puisque il est Doresh Ta'ama Dikra. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, sa Torah, c'est de dire je peux essayer de comprendre le Ta'am des mitzvot en fonction de comment elles sont marquées dans la Torah. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, l'accomplissement de la Torah n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire la Torah, mais il faut à la comprendre dans chaque cas. C'est-à-dire la notion de kavana. Bon, c'est quelque chose qui ne doit pas nous étonner, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai va être aussi un des grands kabbalistes, nous le savons, le Zohar, on va expliquer. Donc, on sait que la notion de kavana, elle est extrêmement importante. Alors, le problème, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas on va dire, le mainstream de la halakha. C'est-à-dire, dans tous les sujets de halakha, de loi juive, Rabbi Shimon va s'exprimer, évidemment. Mais son avis ne sera pas l'avis numéro 1 et retenu de la halakha. En général, l'avis de la halakha, c'est celui de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Bar Ilai, un des 5 autres, un des 5 élèves avec lui. Mais c'est donc lui, Rabbi Yehuda, qui en général est qui détermine la halakha. Par contre, nous dit la Gemara, Efshar lismor al dat Rabbi Shimon beshat atrak. Par contre, dans des cas extrêmes, on pourra utiliser l'avis de Rabbi Shimon. Comme ça, des cas extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire shat atrak dans la halakha? Eh bien, dans la halakha, quand on vous dit par exemple que l'heure de la tefila, à partir du lever du soleil, ok, c'est ça l'heure de la tefila, à partir de commencer à faire la tefila le matin, le lever du soleil. Beshatatrak, quand tu peux pas, disons que ton avion, tu montes dans l'avion et ton avion il part juste au moment du lever du soleil. Donc on te dit, Beshatatrak, quand tu n'as pas le choix, tu peux prier Bialot Hashachar. Tu peux prier à partir de l'aurore et pas de l'aube. C'est ça que ça s'appelle Shahatatrak. C'est-à-dire quand tu as un cas de force majeure, pas de vie ou de mort, mais un cas particulier, alors on peut aller sur un avis un peu plus permissif. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la halakha, ses avis sont toujours plus permissifs. Donc, on ne le suit pas stam normalement, mais lorsque les raisons sont là, eh bien, on pourra le suivre. Et en fait, ça va complètement en adéquation, en accord avec le fait qu'il est Torah Tassod, qu'il est Torah Kabbalah. Car la grande particularité des Mekoubalim, c'est d'être extrêmement sévères au niveau de la halakha pour eux-mêmes, mais excessivement permissifs pour les autres. Et donc les halachot, du point de vue des Mekoubalim, sont beaucoup plus faciles à respecter que les halachot du point de vue des, on va dire, non-Mekoubalim. Donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai, son avis halachique, il n'est pas le premier, mais lorsqu'on a besoin, eh ben on va le retrouver. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai va également se distinguer, avant même de parler de Sefer HaZohar, il va se distinguer par une chita au niveau de la vision générale du monde, au niveau de la vision générale de la Torah. Et là, nous allons comprendre une chose. Puisqu'il est parmi les kabbalistes, il a une tendance à, j'allais dire aimer tout le monde, mais à chercher le positif chez tout le monde. Et donc, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Talmud, que Ani
Yechol liftor et kol haolam min hadin. C'est Rabbi Shimon te dit, moi, je me sens capable d'être l'avocat de tout le monde et de faire en sorte de les faire sortir victorieux dans leur din, dans leur jugement avec Dieu, parce que Midat Adin, c'est pas pour moi. Moi, je suis Midat HaChesed, Midat HaRachamim. Et c'est le propre des Mekoubalim. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, sa chita, c'est d'être extrêmement permissif et positif pour le peuple juif. Par contre, Rabbi Shimon, il est extrêmement virulent par rapport aux ennemis d'Israël. Et c'est là que nous arrivons à cette Gemara qui est extrêmement connue dans le traité de Shabbat, à la page 33, où on nous raconte la discussion entre trois des élèves de Rabbi Akiva, trois sages qui sont là pour reconstruire après la destruction de la guerre de Bar Korba. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai et Rabbi Yossi HaGelili. Et les trois se posent la question, écoutez, maintenant le monde, il est à la main des Romains, c'est plus un débat, c'est comme ça. On ne va pas refaire une révolte contre eux, on a perdu 2 fois, ça suffit. La question, c'est maintenant, comment est-ce qu'on aborde un monde avec les Romains? Cette question-là, vous comprenez qu'on peut l'extrapoler lorsqu'on part vivre à Paris, à New York. Je vis chez les Goïms, dans la culture des Goïms, comment je m'adapte? Rabbi Yehuda, il vient et il dit, écoutez, on sait tout ce que les Romains nous ont fait de mal, mais on ne peut pas ne pas voir aussi les avancées du monde grâce aux Romains. Et il dit, par exemple, il y a 3 choses que les Romains ont fait qui sont quand même une grande avancée. Banu Gesharim, Banu Shvakim, Banu Mechatzaot. Ça veut dire quoi? Les Romains, ils ont quand même fait des ponts et des aqueducs partout, et ça c'est quand même génial. Ils ont construit également des Shvakim, des endroits où on peut faire du business, et c'est vachement plus facile. Et ils ont construit les thermes. Alors là, les thermes, c'est l'invention de l'année. C'est l'invention du millénaire. Vous comprenez qu'avant les Romains, si tu veux aller te laver ou tu veux aller au mikvé, bon, le mikvé, c'est au même moment qu'on invente le mikvé. Le mikvé, il est construit sur le mode des thermes. Alors, en accord avec la halakha, mais sur le mode des thermes. Donc, en fait, avant ça, si tu veux te laver, aller dans l'eau, il faut que tu ailles au fleuve. S'il y a un fleuve ou à la source, s'il y a une source. De te dire que maintenant, dans les villes, il va y avoir des thermes, un accès permanent à l'eau, c'est la Géoula. Alors, le seul problème, c'est quoi? C'est que tu vas ou tu vas pas, toi, au terme? Franchement. Alors, on a de la chance, même pour les Romains, les termes ne sont pas mixtes. Donc, on n'a pas un problème de tsniout, parce que je vous rappelle qu'au terme, tout le monde se met à poil. Mais dans les termes, c'est pas des termes de juifs et des termes de goïms. Donc, tu vas passer toute ta journée, toute ton après-midi avec des goïms à poil. C'est pas forcément très kadosh. D'autant plus que les termes sont décorés. Et en général, ils sont décorés avec des scènes d'idolâtrie et pas toujours très tsanois. Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Réponse des rabbins de cette époque-là. Évidemment qu'on y va. Alors, comment tu t'arranges avec le fait que sur le terme, il y a un dessin de Aphrodite? Il dit, ça, mais je suis pas là pour ça. Donc, je m'en fous. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle réalité. C'est complètement absurde et impossible d'interdire les termes à ce moment-là. C'est comme quand aujourd'hui, tu as des rabbins qui veulent interdire Internet. On est sur la même absurdité. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, donc, Rabbi Yehuda, lui, il nous dit, écoutez, il faut quand même admettre que les Romains, ils ont fait des belles choses. Rabbi aussi se tait. Il ne prend pas part au débat, on ne sait pas ce qu'il pense. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, non, mais ça va pas ou quoi? Les Romains, ils ont fait des termes, certes, c'est parce qu'ils aiment passer leur temps à poil. Ils ont fait des chouks, des marchés, c'est pour y vendre leurs esclaves et leurs prostituées. Ils ont fait des routes, c'est pour pouvoir y mettre un impôt. Maintenant, un élève Mevin.
C'est nachon ou c'est pas nachon? C'est vrai ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Oui, c'est vrai. Et alors, quand tu prends l'autoroute A4 pour aller de Metz à Paris, oui, je la connais bien celle-là, euh, tu payes un impôt, tu payes le péage. Quand tu prends le kvish sèche, c'est payant. Mais d'un autre côté, tu es bien content qu'il y ait un kvish sèche. Donc, c'est vrai que les Romains, ils ont fait ça pour mettre aussi des impôts, mais fair enough. C'est vrai qu'ils ont fait ça parce que les termes, parce qu'ils kiffent leur vie tout nue au hammam. Mais il n'empêche que ça fait quand même du bien. Et c'est vrai qu'ils ont fait des marchés où ils vendent des marchandises qui sont pas très cachères. Mais il y a plein d'autres trucs qu'on peut acheter là-bas qui sont super. Donc pour Rabbi Shimon, il est tellement virulent parce que pour Rabbi Shimon, je ne peux pas être complaisant avec le monde des Romains. Le problème, c'est qu'il y avait un quatrième personnage qu'on appelle Yehuda Ben Gerim, qui n'était pas rabbin, et lui, il a balancé toute la discussion aux Romains. Résultat des courses, les Romains ont fait de Rabbi Yehuda le chef du Sanhédrin, le responsable des Juifs, parce que vu qu'il a bien parlé de nous, allons-y. Rabbi aussi, on ne sait pas ce qu'il a dit, donc on le met à Tsipori, là où il y a la grande garnison romaine dans le nord d'Israël. On le garde à l'œil et on imprime des photos avec la tête de Rabbi Shimon dans tout le pays, où il y a marqué en dessous Wanted, mort ou vif. À ce moment-là, vous connaissez l'histoire. Rabbi Shimon part au Beth Midrash. Il s'enferme dans son Beth Midrash avec son fils et sa femme lui apporte de la nourriture tous les jours. Et puis à un moment donné, tout ça c'est la Gemara dans Shabbat 33. Hein. Puis à un moment donné, lorsque les recherches romaines se font plus importantes, Rabbi Shimon dit à son fils, écoute, il faut qu'on parte d'ici et qu'on aille dans un endroit sans dire à ta mère où on va. Parce que ta mère, c'est une femme. Et les femmes, ça parle. Et donc si un jour les Romains ils la questionnent un peu trop, eh ben, elle va dire où on est. Il faut qu'on aille dans un endroit sans lui dire où on va, comme ça elle ne pourra pas nous dire où on est quoi qu'il arrive. Et donc ils partent et ils vont dans la grotte de Pékin. Pékin dans la Galilée centrale. Et là-bas, effectivement, vont commencer leur périple de 12 ans dans la grotte. Et là, il faut bien comprendre. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas un moine tibétain mystique qui aime se couper du monde et vivre dans les grottes. Il n'est pas parti dans la grotte parce qu'il kiffait ça. Il est parti dans la grotte parce qu'il n'avait pas le choix. Dans cette grotte-là, eh ben, c'est un nouveau monde qui l'attend. Un monde dans lequel il y a un miracle, on a une source directe, on a des caroubiers, et on étudie la Torah avec Eliyahu Hanavi tous les jours. C'est pas le vrai monde. Si c'est pas le vrai monde, c'est pas non plus la vraie Torah. C'est une Torah qui est théorique. À la fin de ces 12 ans, il y a une voix qui sort du ciel qui dit regarde, l'empereur est mort, donc celui qui avait décrété ta mort n'est plus là, donc le décret est annulé, tu peux sortir. Rabbi Shimon sort, et lorsqu'il voit un homme travailler la terre, il le brûle direct. Quoi? C'est ça le Rabbi Shimon qui dit que je suis capable d'enlever le dîne de tout le monde et machin? Lorsque Rabbi Shimon sort de la grotte, de sa Torah théorique, et qu'il brûle les gens qui travaillent la terre, la voix qui lui a dit de sortir du ciel, enfin la voix qui est sortie du ciel qui lui a dit de sortir de la grotte, revient et lui dit hé, hey, vous êtes sorti de la grotte pour détruire mon monde? Allez, retourne dans la grotte pendant 1 an, enfin pendant 12 mois. Parce que le jugement des Rechaïm dans le monde, c'est 12 mois au Gehinnom. En d'autres termes, tu es un rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es venu pour détruire mon monde? Allez. Et il retournera dans sa grotte pendant 12 mois. Et ce n'est qu'en sortant de la grotte la deuxième fois qu'il deviendra véritablement Rashbi. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous sortira le Sefer HaZohar. Et c'est là qu'il va falloir qu'on comprenne. Rabbi Shimon Bar Yochai, d'un côté, on voit des textes qui nous disent qu'il est complètement contre le fait d'aller travailler. Et notre première histoire de la sortie de la grotte en est une preuve. Mais il y a d'autres textes de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme par exemple dans le traité de Brachot, vous savez, dans la paracha dans le schéma,
On dit Venatati metar artsechem beito yoreu malkosh, ve'asafta deganecha, vetiroshcha veitarecha. Et tu récolteras tes céréales, tes raisins, et ainsi de suite. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, Ze mitzvah tasseh, ze umanut. C'est une mitzvah de quoi? Ben de travailler. Ve'asafta deganecha, c'est le travail, c'est aller récolter. Ou alors être ingénieur, ou alors être dentiste, ou alors être ce que tu veux. Et nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est mitzvah. Je comprends pas. Alors pourquoi tu brûles les gens qui sont agriculteurs? C'est ce qu'on appelle dans le langage du Talmud, kushia, kashia, ad Rabbi Shimon, kushia, c'est vrai. Kashia de Rabbi Shimon, ad Rabbi Shimon. C'est une kushia entre un avis de Rabbi Shimon Bar Yochai et un autre avis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment on s'arrange avec ces deux Rabbi Shimon? Eh bien, l'un de ceux qui a expliqué ça de manière extrêmement profonde, c'est Rabbi Moshe Sofer, le Khatam Sofer. Dans les Chidushé à Khatam Sofer, dans son commentaire du Talmud, nous dit le Khatam Sofer que la question n'est pas de savoir pourquoi Rabbi Shimon dit deux choses et son contraire. La question est de savoir quand est-ce qu'il le dit. Lorsqu'on est en galoute, Rabbi Shimon pense qu'il n'y a aucune valeur à travailler ce monde. Parce que tout ce que tu vas produire, ça va profiter aux Romains. Aval, nous dit le Khatam Sofer, mais Bezman Geoula, lorsque Am Israël est souverain, alors là, c'est le deuxième Rabbi Shimon. Celui qui te dit qu'il y a une mitzvah de travailler, de faire pousser la terre, de produire des choses. Parce que tu es plus à la solde des Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va avoir aussi une vision et une compréhension de notre relation avec les Goïms. Pas seulement les Romains. Pas seulement les Romains. D'abord, Rabbi Shimon Bar Yochai va voir la naissance du christianisme. Ah ah. Alors certes, au moment où Rabbi Shimon meurt, le christianisme n'est pas encore extrêmement puissant, mais on y est. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ses commentaires de la Torah, va toujours avoir une façon de regarder les nations, c'est-à-dire Ishmaël, Vé et Esav, et d'essayer de comprendre quel est notre lien avec eux. Vous vous rappelez de l'histoire où Yaakov arrive après avoir battu, enfin s'être tapé avec l'ange, et qui rencontre enfin Esav? Qu'est-ce qui se passe? Esav s'approche de Yaakov, l'enlace, et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Qu'il a voulu lui mordre la jugulaire pour le tuer. Mais le Midrash nous dit que le cou de Yaakov est devenu du marbre et il s'est cassé les dents. Ça, c'est la version du Midrash. C'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, il est marqué que Esav, il est venu, il a enlacé Yaakov, il l'a embrassé. Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, Halacha hi, ça veut dire quoi Halacha? Ça veut dire, en général, Beyadoua chez Esav sonné le Yaakov. De manière générale, Esav, il n'aime pas Yaakov. De manière générale, le monde occidental chrétien, il a dit Verus Israël. Aval. Dit Rabbi Shimon, quand Esav, il a vu Yaakov boiter, puisqu'il venait de se taper avec l'ange, Nichmeru rachamav al achiv unshako bechol libo. Il dit Esav, le monde occidental, quand il voit que Yaakov est blessé, à ce moment-là, il est submergé de rachamim et il l'embrasse pour de vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Esav, il est le frère légitime de Yaakov. Il est le fils légitime de Yitzhak, le petit-fils légitime de Abraham. Et il comprend très profondément que lui et Yaakov ne font qu'un.
qu'ils étaient ensemble dans le ventre de Rivka, qu'ils sont censés tous les deux dévoiler Dieu. Et donc finalement, lorsque Esav voit que Yaakov est sur le point de mourir, sa vraie identité sort. On a vu ça aussi après la Shoah. Lorsque le monde occidental a failli détruire Yaakov, tout d'un coup, le monde occidental, ce même monde occidental, a dit non, on va embrasser Israël vraiment. Et on va leur donner un pays. Le process avait commencé évidemment avant, mais la Shoah a été le catalyseur du vote des Nations Unies. Et de la même façon, je suis persuadé, et je ne suis pas dupe, je sais bien qu'il y a des accords commerciaux extraordinaires, mais je suis persuadé qu'il y a quand même derrière tout ça une vraie volonté chez Trump de dire on ne peut pas laisser Israël se faire attaquer. Après le 7 octobre, évidemment. Donc ça, c'est la vision qu'a Rabbi Shimon sur le monde occidental et Esav. Mais qu'en est-il pour Ishmaël? Dans la Torah, on nous dit que Sarah, va terrer Sarah et ben Agar Mitzrit Metzachek. Sarah, elle a vu que le fils de Hagar, donc Ishmaël, s'amusait avec Yitzhak lorsque ce dernier avait 2-3 ans. Et là, le Talmud va nous donner 3 avis qui ne sont pas ceux de Rabbi Shimon Bar Yochai, de 3 autres rabbins, ça veut dire quoi qu'il était Metzachek. Premier avis, Avoda Zara. Il obligeait Yitzhak à faire de la Avoda Zara. Et le Talmud amène des versets qui nous expliquent comment Metzachek c'est lié à la Avoda Zara. Deuxième avis, Metzachek, Gilou Yarayot. Il voulait avoir des relations avec Yitzhak. Et le Talmud amène des versets qui nous expliquent comment Metzachek c'est en lien avec Gilou Yarayot. Troisième avis, Shfichut Damim. Il essayait de tuer Yitzhak. Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo Nachon. Dit Rabbi Shimon, ce n'est pas possible. Impossible que Ishmaël, dans la maison d'Abraham, il fasse Avodah Zarah, Shfichut Damim et Gilou Yarayot. C'est pas possible. Donc, c'est quoi le problème? Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, Ishmaël Metzachek. Ishmaël prenait des pierres, des petites pierres, pas des gros machins. Il les lançait dans la direction de Yitzhak et disait « Je suis l'aîné et j'hérite de la terre d'Israël ». Rabbi Shimon nous explique que le conflit avec Ishmaël, c'est pas le même qu'avec Esav. Le conflit avec Ishmaël, c'est de savoir qui est l'héritier d'Abraham. Ishmaël ou Yitzhak. Alors que Esav, il sait que et lui et Yaakov sont les héritiers. Mais le conflit avec Ishmaël et donc avec l'islam, c'est mais qui est l'héritier d'Abraham? Il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que dès l'origine, Ishmaël, son problème, c'est qu'il pense que c'est lui qui est l'héritier d'Abraham. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas seulement quelqu'un qui sait analyser la situation, qui sait regarder la halakha avec un œil bienveillant, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il est aussi celui qui, en sortant de la grotte la deuxième fois, au plus profond de l'exil, vous comprenez, on est 70 ans après la guerre de Bar Korba, ça y est, l'exil, on est en plein dedans. Eh bien, Rabbi Shimon va commencer à nous donner l'antidote contre l'exil. Et cet antidote contre l'exil, c'est ce qu'on appelle Sefer HaZohar. Nous dit le Sefer HaZohar lui-même dans la paracha de Nassau, c'est en regardant et étudiant ce livre Sefer HaZohar que le peuple d'Israël sortira d'exil Berachamim. Le but de Torah Kabbalah, Torah Sod de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de donner les kelim. Non,
je me reprends, de donner les orotes, les compréhensions qui vont nous permettre, avec nos kélim, de sortir d'exil. Je donne un exemple très simple. 3 juifs qui ont fait beaucoup d'argent. Ok, ils habitent à Paris. Ces 3 juifs qui ont fait beaucoup d'argent et qui habitent à Paris, qui sont proches de leur identité juive, voilà, ils ont décidé de donner beaucoup d'argent pour construire une synagogue fantastique à Paris. Ils ont les kélim, mais quel orot ils mettent dedans? Les orot de la galoute. Tu peux avoir aussi 3 autres personnages qui ont beaucoup d'argent et qui décident de créer, avec leur argent, des villages juifs en Israël pour y amener des juifs. On a les kélim, mais on y met les orot de la Géoula. Ces 3 juifs, il y en a 2 plus connus que le troisième, mais on pourrait parler de Sir Moshe Montefiore, du baron Marcel Maurice de Hirsch et le baron Edmond Binyamin de Rothschild. Le baron de Rothschild, comme le baron de Hirsch, au début ne veut pas aller sur Israël. Ils veulent aller en Argentine, vous le savez. Qui va lui faire changer d'avis au baron de Rothschild? Qui va être reçu chez lui dans son salon et va lui expliquer que ça ne sera pas possible? Eh bien, c'est un des rabbins d'Europe de l'Est, qui fait partie des kabbalistes de son époque, qui va lui faire tourner la tête, qui s'appelle le Rav Shmuel Moaliver. Pas que lui, hein, entre autres. La Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une Torah qui nous explique que l'objectif du peuple juif pour se réaliser doit être la sortie de l'exil. Et donc, au fur et à mesure des générations, tous les gens qui se revendiquaient de la Torah de Rabbi Shimon, donc du Zohar, donc de la Kabbalah, eh bien, on fait avancer cet idéal qu'on devait retourner en terre d'Israël. Je donne toujours cet exemple-là, qu'on a un des disciples de Rabbi Shimon à la fin du XVIIIe siècle, Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui, fort de son étude de la Kabbalah, va envoyer ses élèves en Israël, reconstruire le nord d'Israël. Un autre, le Gaon de Vilna, qui va envoyer ses élèves à Jérusalem, reconstruire Jérusalem. Et, je le dis souvent également, il y a un rabbin marocain, un vrai du Maroc, qui se balade dans toutes les communautés en Europe, qui s'appelle le Rav Yehuda Bibas, l'ancêtre de la famille des Bibas qu'on malheureusement connaît bien. Et bien le Rav Yehuda Bibas, il sillonne les communautés pour, fort de son enseignement de la Kabbalah, dire qu'il faut repartir en Israël. Il fait la rencontre 2 fois d'un rabbin à Sarajevo, qui s'appelle Rabbi Yehuda Chai Al-Kalai. Et le Rav Al-Kalai écrit que les 2 fois qu'il a rencontré Rabbi Yehuda Bibas, ça lui a fait une impression énorme. Et il a été complètement conquis à la cause du Rav Bibas. Et donc il va se mettre à enseigner lui aussi. Et le Rav Al-Kalai, lorsqu'il enseigne toute cette Torah-là, qui prend ses sources chez Rabbi Shimon, à côté de lui, il y a son Chazan, le Chazan de la synagogue, qui boit les paroles du rabbin. J'imagine que M. Chazan, quand il rentrait à la maison après, autour de la table de Shabbat, il racontait à ses enfants, petits-enfants. Je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais il se trouve que le petit-fils du Chazan, du Rav Chael Kalai, n'était autre qu'un certain Binyamin Zeev Théodore Herzl. Peut-être que les histoires de son grand-père, qu'il a entendues de son rabbin, qu'il a entendues d'un autre rabbin, qui sont les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh ben, ont amené finalement les lumières dans ces kélim-là pour tout simplement sortir de l'exil. Donc voilà un petit peu qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, un homme qui
vit pour l'espoir de la Géoula, qui sait très bien dans quel monde il vit, qui sait très bien analyser la réalité du monde, qui nous fait prendre conscience que lorsqu'on est face à la galoute, il ne faut pas être complaisant, mais quand on est face au peuple juif, il faut être le plus coulant possible, qui nous fait comprendre que la rigueur, c'est face à l'ennemi, le chesed, c'est face aux amis, et qui nous fait comprendre, et c'est peut-être le plus important, que le but du peuple juif n'est pas de rester dans son exil, mais bel et bien de trouver le chemin de la Géoula. Ve'amartem kol echad, Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Akba Omer, c'est, d'après la tradition juive, le jour de Saïloula, mais c'est surtout le jour où il a dévoilé ces enseignements-là. Et on pourrait dire qu'il y a eu Rabbi Shimon de son vivant, et il y a Rabbi Shimon après sa mort. Le Rabbi Shimon de son vivant a eu une influence qui était la sienne. Mais le Rabbi Shimon d'après sa mort, le Rabbi Shimon qui nous dit à vous de mettre en pratique ce que j'ai dit, eh bien ne fait que grandir et son influence n'est que plus grandissante d'année en année. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour dans un premier temps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc n'oubliez pas que c'est pas pour rien que lui et pas vraiment d'autres dans la tradition juive ont reçu une iloula comme ça. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un Rama qui nous a enseigné la Torah, mais il s'agit de Rav qui nous a enseigné comment on sort d'exil. Hazak Baruch, si vous avez des questions, à vous de jouer. Merci, Ethan. Hazak. Juste une petite anecdote, tu as cité Rav Naon au début du cours, et j'ai entendu Rav Partouche du Mahon Meir qui racontait qu'il avait des étudiants francophones, et il leur raconte l'histoire de Astérix et Obélix, et Goscinny qui a trouvé la source dans Bar Corba et Bar des Romains, Bien sûr. et la potion magique et tout, qui est la Torah, etc. Et un des étudiants s'écrie: Je sais, Panoramix, c'est Rav Naon. C'est vrai. C'est lui ressemble en plus. Oui, oui, c'est ça. Nachon Meol. Il a fait Hazak Baruch. Il y a d'autres questions? D'autres anecdotes? Quelqu'un était à Méron hier? Top. Hazak Umaour. Je voulais Yofi. demander pourquoi Oui. on fait des feux tellement, c'est-à-dire s'il a apporté la Les lumière, feux, les feux, on pourrait c'est imaginer qu'on met une lumière comme à Hanouka. Mais quelle est la différence entre la lumière et le feu? les feux, c'est un minag qui est récent. C'est pas un minag depuis toujours. Et c'est l'idée de la flamme de la Torah qu'on veut faire briller pendant l'éternité. Mais le minag ancien de l'Akba Omer, c'était pas les feux, c'était de tirer à l'arc. Et la lumière par rapport au feu, c'est pas la même chose, c'est-à-dire comme les lumières de Hanouka, c'est pas un Oui, peu. mais le feu, c'est toi qui l'allumes. Et La la lumière de différence, c'est que Hanouka aussi? oui, mais je te rappelle qu'à Hanouka, on ne peut pas avoir une avouka. Avouka, c'est quand il y a plein de choses, plein de flammes qui sont réunies ensemble. Donc la avouka, elle est puissante, mais elle nous aveugle. Donc ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut qu'elle soit puissante et aveuglante pendant l'exil. Après, on arrive à mettre des lunettes de soleil. Et maintenant, elle est de plus en plus grande. Oui, d'année en année, on les interdit de plus en plus. Pourquoi finalement ce n'est pas Ishmaël l'héritier? Ben, tout simplement parce qu'il n'est pas le fils légitime. Il n'est que le fils de la servante. Donc il ne peut pas être l'héritier. Voilà. תודה רבה Chazak רבה. Baruch. Kol tov.